Donner l'envie d'apprendre, l'essentiel cerveau et psycho. Comment garder des élèves motivés, travailler avec plaisir, être attentif, corriger ses erreurs, stimuler le cerveau, la motivation, l'autonomie, la mémoire. Les troubles à l'école, parlons pour ça, le manque de sommeil, la dyslexie et la rébellion. Ok. Il y a toujours une explication pourquoi certains élèves ne veulent pas se comporter comme le voudraient les parents. Alors, les troubles de l'apprentissage, eh ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en page 65. Donc, on va aller directement à la page 65, qui est un peu plus loin. Voilà. Les troubles de l'apprentissage, être démotivé, ça je vais l'enlever, inattentif, agité, rebelle, présente des troubles de la lecture ou somnolent en classe. Plusieurs facteurs perturbent les apprentissages. Les causes de ces difficultés sont mieux comprises, ce qui conduit à proposer soutien aux élèves ou conseils aux parents ou aux enseignants. Alors, les racines, l'origine, les racines de la démotivation, un enfant peut être démotivé, rebelle, ou il peut vouloir fuir l'école. Les motivations négatives sont aujourd'hui étudiées et devraient être prises en compte à l'école, devraient. Alors, la démotivation est une facette de la motivation que l'on cherche à éviter. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, la démotivation est une facette de la motivation que l'on cherche à éviter car elle interfère avec les apprentissages. À l'école notamment, l'élève démotivé n'apprend pas facilement et peut même évoluer vers une forme plus grave de démotivation, la résignation ou le découragement, qui peut provoquer une dépression, voire le suicide. Comment parvient-on à une telle situation et peut-on l'éviter? Nous présentons ici ce type de motivation négative, résignation, rébellion et fuite, et montrons que les élèves concernés ont souvent les moyennes scolaires les plus faibles. Toutefois, rien n'est inéluctable. En 1975, alors qu'il travaillait sur le stress, le psychologue américain Martin Seligman expliqua que le découragement s'acquiert quand on a l'impression de n'avoir aucune prise sur le cours des événements. Les conséquences d'un apprentissage de la résignation sont importantes dans le domaine de l'éducation. Les élèves résignés dans une matière ayant souvent un niveau faible. Par exemple, Carol Dweck, professeur de psychologie sociale, et ses collègues de l'université Stanford aux États-Unis ont montré que certains élèves se résignent s'ils sont confrontés à des problèmes insolubles. De même en France, Stéphane Elric et Agnès Florin de l'université de Nantes ont déterminé que des élèves faibles se découragent en dictée et en mathématiques lorsque la demande est excessive. Par exemple, quand il y a trop de problèmes à résoudre. Et si ces élèves se découragent, c'est parce que l'enseignement n'est pas adapté à leurs capacités. Trop de problèmes à résoudre. En 1996, nous avons obtenu le même résultat avec l'apprentissage de cartes de géographie. Le découragement dépend de la surcharge de travail. Par exemple, lorsqu'une carte, l'Amérique comporte en plus des 24 villes à apprendre, 24 noms indiqués qu'il ne faut pas retenir, certains élèves se résignent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une carte comporte en plus de 24 villes à apprendre, 24 noms indiqués, certains élèves se résignent. Ils commencent à apprendre les villes au premier essai, comme les autres élèves, puis s'arrêtent complètement, alors que les autres en retiennent toujours plus à chaque nouvel essai. Il s'agit là d'une résignation apprise. Ah, c'est important, car les élèves faibles avaient, lors des premiers essais, un rythme d'apprentissage comparable à celui des élèves motivés. Beaucoup de facteurs peuvent conduire un élève à se résigner. Par exemple, il ne se sent pas compétent, voilà, dans un domaine, il ne comprend pas une réprimande liée à un apprentissage, il n'est pas soutenu par ses parents, etc. Tout peut alors basculer. Mais nous pensons qu'il existe des formes de motivation négative différentes de la démotivation. En effet, en situation de surcharge, nous avons montré que seuls quelques sujets se résignent. Par ailleurs, dans un centre de formation d'apprentis, les professeurs nous ont raconté que lors des apprentissages répétés et monotones, certains élèves se rebellaient, c'est-à-dire qu'ils se révoltaient contre le professeur ou les contraires que ce dernier leur imposait. Étaient-ce les élèves les plus faibles et résignés? Les professeurs unanimes nous ont répondu que c'était en réalité les meilleurs élèves. Une observation
Semblable a été fait dans un lycée agricole, où des écuyers chevronnés ont été mélangés à des novices dans une même classe d'études hippiques. Les étudiants chevronnés se sont alors rebellés, trouvant que leur niveau était bien supérieur à ce que l'on leur a enseigné. En 1996, nous avons alors mené une expérience en donnant une tâche infaisable à des étudiants. Lors des exercices préliminaires, les étudiants devaient apprendre une liste de 30 mots très difficiles, par exemple arga, moffette et orle. Puis pour l'expérience, nous annoncions aux étudiants d'un premier groupe qu'ils devaient apprendre une liste de 50 mots très difficiles. Quant aux participants du second groupe, ils devaient retenir une liste de 1000 mots. Les étudiants ne commençaient jamais ces apprentissages, nous leur présentions seulement ce qu'ils avaient à faire, mais nous testions leur motivation avec un questionnaire. La plupart des étudiants du second groupe se rebellaient, ils refusaient de faire l'exercice. Et 80% d'entre eux se mettaient même en colère. Intelligent mais rebelle. Dans notre modèle théorique, une extension du modèle d'Edward Deci et de Richard Ryan, voir l'article page 8, les différentes motivations sont le résultat d'un besoin de compétence et d'un besoin d'autonomie. Nous pensons que la rébellion correspond au cas d'une sensation de forte contrainte. Par exemple, l'enfant ne choisit pas l'activité. Associé à un sentiment de compétence, en d'autres termes, l'élève est bon dans un domaine mais ne supporte pas les limites imposées ou le rythme de l'enseignement. Il ne se sent pas autonome. Dans ce cas, l'élève pense que c'est l'enseignant ou l'autorité qui est incompétente et non lui-même. À l'inverse, dans ce modèle, lorsqu'un élève se sent nul dans une matière, mais est autonome, parce qu'il n'est pas obligé de faire l'activité, il peut vouloir abandonner le cours, c'est la fuite. Par exemple, certains élèves peuvent quitter un cours optionnel au milieu de l'année scolaire. Il s'agit d'une forme de motivation négative qui existe, qui explique les abandons d'activité et l'absentéisme scolaire, notamment quand l'école n'est plus obligatoire après l'âge de 16 ans. La plupart des expériences de psychologie sur la motivation sont réalisées avec, je vais bouger ça, des questionnaires, de sorte que nous avons avec Sonia Laurent de l'Université de Strasbourg adapté une échelle de motivation existante en y ajoutant la rébellion et la fuite. En 2011, nous avons soumis ce questionnaire à une centaine d'élèves de 3e pour déterminer quel type de motivation les animait. Une motivation extrinsèque, je veux devenir médecin ou je veux que mes parents soient fiers de moi. Une motivation intrinsèque, par exemple le plaisir d'apprendre, ou des motivations négatives telles que la résignation, la rébellion ou la fuite. 4 affirmations correspondaient à chaque type de motivation. Ainsi, pour tester la rébellion, je comprends que certains élèves s'opposent au professeur, ou pour mettre en évidence la fuite, je fais semblant d'être malade pour éviter l'école. L'élève devait cocher une réponse parmi 5. Pas du tout vrai, un peu vrai, plutôt vrai, vrai ou tout à fait vrai. C'est un peu l'échelle de Likert, avec différentes possibilités. En estimant les réponses auxquelles les élèves avaient répondu, plutôt vrai, vrai ou tout à fait vrai, nous avons déterminé leur motivation. Ainsi, la plupart des élèves de 3e sont animés par une motivation positive, 38% ont une motivation extrinsèque et 31% une motivation intrinsèque. Cependant, en classe de 3e, c'est la motivation extrinsèque qui domine, alors que nous avions montré que les élèves de 6e, qui sont un peu plus jeunes, ont plutôt une motivation intrinsèque. En outre, en 3e, presque un élève sur 3 est en motivation négative. C'est la rébellion qui domine. 14% des effectifs contre 10% pour la démotivation ou résignation. La fuite étant la catégorie la moins représentée avec 7,3%. Le plaisir d'apprendre diminue avec l'âge. C'est ce que semblent indiquer nos résultats, ce qui obligerait les élèves à trouver d'autres moyens de se motiver, et ceux qui n'en trouveraient pas se résigneraient ou se rebelleraient. Des conséquences négatives à l'école. Or, les motivations qui animent les élèves ont des conséquences sur leurs résultats scolaires. En effet, nous avons montré avec le même questionnaire que précédemment, pour les motivations positives, intrinsèques et extrinsèques, que plus les élèves sont sûrs de leurs réponses, réponse vraie et tout à fait vraie, plus leurs résultats scolaires dans une matière classique, français, mathématiques, anglais, histoire, géographie, sont élevés. Les résultats sont inverses pour les élèves négativement motivés. Et les effets sont semblables pour les matières plus manuelles ou ludiques, la musique, les arts plastiques, le sport par exemple. Alors plus un élève est démotivé dans une matière, plus sa moyenne scolaire est faible. A l'inverse, plus un élève est motivé, plus sa moyenne est élevée. En revanche,
Quand on compare ces résultats sur la motivation des élèves avec leur sentiment de compétence et leur sentiment d'autonomie, nos hypothèses quant aux mécanismes produisant la rébellion et la fuite apparaissent en partie fausses. Nous supposions en effet que la rébellion correspondait à un état motivationnel déterminé à la fois par une forte contrainte et un sentiment de compétence élevé, de sorte que l'individu considère que son échec est dû au professeur, à l'école ou au système scolaire, où la rébellion est bien liée à un sentiment de contrainte fort. C'est presque terminé. Mais le sentiment de compétence des élèves dans cette étude est faible. Les élèves rebelles ne se sentent pas forcément bons dans une matière. Toutefois, ils ont une meilleure estime d'eux que les élèves démotivés ou encore plus que les élèves qui aimeraient fuir. Adapter l'enseignement à l'élève. En 2011, Claire Garando de l'Université de Turku en Finlande et ses collègues Ann Hai Jung et Philip Rodkin de l'Université de Illinois aux États-Unis, ont montré que les élèves les plus agressifs sont aussi les plus populaires dans leur groupe d'amis. Il est donc plausible que les élèves en rébellion se sentent sûrs d'eux-mêmes par rapport aux professeurs parce qu'ils sont des leaders dans leur bande de copains. En ce qui concerne la fuite, le système scolaire étant contraint par nature, l'école est obligatoire en troisième, les élèves ne peuvent pas réellement fuir, mais seulement en exprimer le désir. Il faudra donc d'autres terrains d'expérimentation pour tester notre hypothèse selon laquelle la fuite est liée à un faible sentiment de compétence perçu et à un sentiment d'autonomie important. Les enseignants peuvent-ils adapter leurs cours pour prendre en compte les motivations négatives qui animent certains élèves? Pour augmenter le sentiment de compétence des élèves faibles et résignés notamment, on pourrait diminuer les programmes. Ces derniers sont trop chargés comme s'ils n'étaient conçus que pour les élèves se destinant à de longues études, et c'est vrai. Et pour valoriser le sentiment d'autonomie des élèves rebelles en particulier, on pourrait diminuer la part d'enseignement obligatoire et proposer davantage d'activités librement choisies, telles que les options et les travaux personnels, les activités ludiques, artistiques ou sportives, pourraient aussi n'être qu'optionnelles. Les mécanismes de la rébellion et de la fuite restent encore à confirmer et à préciser, mais il est intéressant de prendre en compte ces motivations négatives dans les théories. En effet, si le découragement est bien représenté dans les populations humaines, nombreux aussi sont les cas de rébellion de la simple manifestation ou grève étudiante à la violence scolaire, ou pire, à la violence sociale. Alors, étudier les motivations en psychologie. Nous avions étudié la motivation des élèves en demandant à plus de 100 collégiens de classe de 3e de répondre à un questionnaire de plus de 40 propositions. Chaque catégorie de motivation contient environ 4 items. Pour la motivation intrinsèque, j'essaye de bien faire au collège car j'apprends des choses qui m'intéressent, motivation personnelle. Pour la motivation extrinsèque, je travaille en classe parce que j'aurais honte de moi si je ne travaillais pas. Pour la résignation, je n'arrive pas à savoir à quoi cela sert de travailler en classe. Pour la rébellion, l'école telle qu'elle est faite me donne envie de tout casser. Et pour la suite, dès que j'aurai l'âge, je quitterai l'école. Chaque élève répond en cochant une case parmi 5. Quand les élèves sont sûrs de leur réponse, ils cochent plutôt vrai, vrai ou tout à fait vrai. Nous avons donc déterminé la proportion d'élèves dans chaque catégorie de motivation, puis nous avons corrélé la motivation aux résultats scolaires. Par exemple, pour les élèves en motivation intrinsèque, la moyenne dans une matière passe de 9,71 sur 20 pour les réponses pas tout à fait vraies, à 13,48 pour les réponses vraies ou plus, et plus. La moyenne scolaire des enfants résignés passe de 11,45 pour les réponses pas du tout vraies à 9,49 pour les réponses vraies ou plus. Voilà. Donc, même baisse des résultats pour la rébellion, de 11,65 à 8,6, ainsi que pour la fuite, dont la moyenne passe de 11,81 à 7,74. Plus l'élève est motivé, plus sa moyenne est faible. Et démotivé, plus sa moyenne est faible. Intéressant. Et là, de ce côté-là, besoin d'estime ou compétence perçue, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous rendez compte que je suis en train de travailler ou alors j'ai des petites difficultés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ignorent ça. Voilà, donc l'enfant peut se rebeller, peut
peut se poser des questions, il est résigné parce qu'il n'y a personne qui fait vraiment attention. L'abandon, la fuite. Il y a beaucoup d'échecs scolaires qui sont liés également à l'environnement familial. Besoin d'estime ou compétences perçues, rébellion, je m'oppose toujours au professeur, cet exercice est trop facile pour moi. Hmm. À quoi ça sert d'aller à l'école? De toute façon, je n'y arriverai pas. J'adore apprendre des choses intéressantes, j'aime écrire et dessiner. Je suis trop malade, je ne vais pas à l'école. Dès que je peux, j'arrête les cours. Donc il y a ce besoin d'autonomie, motivation extrinsèque, papa est fier de moi, je veux devenir médecin, etc. Voilà. Donc les auteurs ont proposé une extension du modèle de Deci et Ryan en y intégrant la rébellion et la fuite. Les motivations négatives comme les motivations positives résulteraient d'un besoin de compétence et d'un besoin d'autonomie. Un élève est rebelle s'il a une forte estime de lui, mais ne se sent pas autonome. Et un élève a envie de fuir l'école s'il se sent incompétent, mais autonome. Voilà. Donc, c'est un magazine qui est ok, hein, qui n'est pas exceptionnel. Mais cet article est vraiment intéressant. Donc, dans ce magazine, il y a aussi des articles sur la maladie de l'inattention, difficulté de concentration, impulsivité, agitation motrice. Les troubles de l'attention touchent un enfant sur 20. Les causes de ce mal sont mal connues. Diverses pratiques éducatives et des thérapies adaptées sont efficaces. Ensuite, les troubles de l'apprentissage. Ouh, voilà, la dyslexie. Des problèmes de calcul et de lecture. Ouh, aïe, aïe, ça fait mal aux yeux, ça. Près d'un enfant sur 10 présente des difficultés pour lire, écrire ou faire des calculs. Les mécanismes neurobiologiques impliqués se dévoilent et facilitent la rééducation. Voilà. Ok. Ça a l'air un petit peu effrayant, mais en fait, c'est toujours possible de réparer ça. Dormir pour mieux apprendre, c'est vrai. Les adolescents ne devraient pas négliger leur sommeil. La mémorisation à long terme d'informations pertinentes est meilleure après une bonne nuit de sommeil. Les souvenirs sont non seulement consolidés, mais ils sont aussi triés. Comment gérer les classes difficiles? Ça, c'est pour tous les professeurs. Ou des élèves perturbateurs ou agités transforment parfois une classe en chaos. L'enseignant peut intervenir pour restaurer un meilleur climat de travail et rétablir avec les élèves une relation d'autorité respectueuse et bienveillante. Voilà. Et bien voilà pour le résumé de cet article sur, eh bien, on a, comment dire, les difficultés de l'apprentissage. C'est assez court, il y a tellement de choses à dire dans ce domaine, mais tout n'est pas toujours lié aux professeurs. Il y a aussi le système qui n'est pas vraiment adapté aux nouvelles générations qui sont, comment dire, déjà obsédées par les tablettes, les écrans. Je pense que les parents doivent également donner l'exemple en disant, bah voilà, je ne vais pas utiliser mon téléphone portable du matin au soir. C'est important pour les enfants de voir que les parents aussi peuvent se contrôler. On ne peut pas dire à un enfant de ne pas utiliser les écrans alors que les parents les utilisent 24 heures sur 24. Voilà. Voilà pour le résumé. Passez une très bonne journée et à bientôt.